La voiture ralentit devant le haut portail en fer forgé. Chloé ne dit rien. Ses doigts se crispèrent sur la lanière de son sac à dos usé, ses yeux fixés sur le manoir qui se dressait devant elle. Des murs de pierre, des haies taillées au cordeau, des fenêtres pareilles à des yeux qui ne sciaient jamais. Elle n'avait jamais vu un endroit si grand, ni ne s'était jamais sentie si petite. Elle ne connaissait pas l'homme à l'intérieur. Elle ne connaissait pas les règles. Seulement que ce soir-là, elle dormirait sous le toit d'un inconnu. À 18 ans, Chloé Dubois ne demandait pas grand-chose, juste une chambre tranquille, un endroit d'où personne ne pourrait lui dire de partir, un lieu qui ne résonnerait ni de faim ni de peur. Mais le monde ne fait pas de place aux filles comme elle. Des filles nées de mères qui nettoient des maisons, qui disparaissent trop jeunes, qui laissent derrière elles des filles avec rien d'autre qu'une Bible, quelques serviettes brodées et beaucoup trop de silence. Après la mort de sa mère, Chloé avait navigué de sous-sol en débarras, échangeant des corvées contre un endroit où dormir. Jusqu'à la nuit où elle rentra pour trouver ses affaires dans des cartons, et sa clé n'entrait plus dans la serrure. Pas de travail, pas d'argent, nulle part où aller. Alors, quand un homme en costume lui tendit une enveloppe et dit « C'est un contrat, 1 an, sans attache, juste un toit et une signature », elle ne dit pas non. C'est l'histoire de comment elle a dit oui et a découvert quelque chose que personne n'attendait. Mais cette nuit-là, elle n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Chloé Dubois se réveillait chaque jour avant le lever du soleil, même ses jours de congé. Sa chambre, si on pouvait l'appeler ainsi, était une alcôve près de la buanderie d'une vieille pension de banlieue, un endroit qui sentait le moisi et la soupe de la veille. Elle y vivait depuis que sa mère était décédée 1 an plus tôt, balayant les sols et pliant les draps en échange d'un matelas fin et de toast rassis. Madame Mercier, la propriétaire, avait été gentille au début, mais la gentillesse a une date d'expiration quand le loyer n'arrive plus. « Tu ne peux pas vivre ici gratuitement, ma petite », avait dit Madame Mercier, sans méchanceté, en posant un carton des affaires de Chloé sur le palier. « J'ai des factures à payer, moi aussi. » Chloé ne discuta pas. Elle hocha simplement la tête, clignant des yeux très vite pour que les larmes ne coulent pas devant des étrangers. Elle essaya de dormir sur un banc près de la gare cette nuit-là, serrant son sac à dos, comme s'il pouvait la protéger du vent. Mais le matin, elle était de nouveau sur pied, se lavant le visage dans les toilettes d'une station-service, s'attachant les cheveux avec un élastique trouvé par terre. Elle avait un travail, au moins, si ça comptait encore. Chloé travaillait de nuit dans une petite clinique privée en périphérie de la ville, récurant les salles d'examen après les heures de fermeture. Personne ne la remarquait vraiment, ce qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Le docteur Alexandre Lambert était le propriétaire des lieux, bien qu'on ne le vît que rarement. Les rumeurs le décrivaient comme un brillant chirurgien, renfermé sur lui-même depuis la perte de son frère dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Certains disaient qu'il était froid, d'autres qu'il était simplement seul. Chloé ne l'avait vu que 2 fois. Une fois, lorsqu'il l'avait croisé dans le couloir sans un mot, et une autre, la nuit où il l'avait vue dormir assise dans la salle de pause, sa veste drapée sur ses genoux. Il n'avait pas parlé non plus cette fois-là. Il l'avait juste regardé, comme s'il essayait de prendre une décision. Le lendemain, le directeur de la clinique la convoqua dans son bureau. Elle pensa qu'elle allait être renvoyée. Au lieu de cela, on lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur, 10 pages imprimées. Un contrat légal, mariage, 1 an. Pas de romance, pas d'intimité, juste une apparence, juste du papier. Et une note d'une écriture soignée en haut. Lisez attentivement. Si vous êtes d'accord, signez la dernière page. Une voiture viendra vous chercher lundi à 8 heures. Chloé ne rêvait pas en grand. Elle n'en avait jamais eu le luxe. Ses espoirs étaient silencieux, comme souhaiter une fenêtre qui s'ouvre, une chambre avec une porte qui se verrouille. Une paire de chaussures qui ne laisse pas passer l'eau quand il pleut. Peut-être, un jour, finir son bac. Peut-être postuler à l'école d'infirmière. Elle aimait l'odeur de l'antiseptique, le rythme de la clinique la nuit. C'était comme un endroit où les gens allaient mieux. Mais pas les gens comme elle. Les gens comme elle nettoyaient juste le sang et rentraient chez eux. Ce week-end-là,
Elle essaya de trouver un autre endroit où rester. Elle appela une ancienne camarade de lycée, lui demanda si elle pouvait la dépanner pour quelques jours. La communication fut coupée après que Chloé eut dit qu'elle n'avait pas d'argent pour le loyer. Elle passa par une église du centre-ville, mais le foyer d'accueil du Secours catholique était complet. Un bénévole lui offrit une couverture et quelques biscuits secs. Elle retourna à la clinique le samedi soir comme un fantôme. Tout le monde était rentré chez soi. Elle connaissait le gardien de nuit, Michel, et il en savait assez pour ne pas poser de questions. Chloé se recroquevilla sous le bureau de l'accueil avec sa veste en guise d'oreiller et fit semblant que le bourdonnement du distributeur automatique était la respiration de quelqu'un à côté d'elle. C'est alors que le docteur Lambert réapparut. Il se tenait près de la porte, vêtu d'un manteau gris anthracite et tenant un parapluie qui dégoulinait encore de l'orage extérieur. Il ne parut pas surpris de la voir là, juste certain. « Vous avez lu l'enveloppe » demanda-t-il, d'une voix égale. Chloé hocha la tête. Elle n'en avait parlé à personne, n'avait même pas prononcé les mots à voix haute. Mais elle l'avait lu 3 fois. Termes, conditions, compensation. Tout était légal. Cela semblait surréaliste, comme une audition pour un rôle qu'elle ne savait pas qu'elle voulait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle à peine plus fort qu'un murmure. « Vous n'avez pas d'attache, dit-il. Vous êtes discrète. Vous ne posez pas de questions. C'est tout ?» Son regard était stable. C'est tout. Chloé serra plus fort l'enveloppe. Ses mains étaient froides. « Je ne suis pas expérimentée, avoua-t-elle, avec les relations. Avec les gens comme vous, ce n'est pas requis, répondit-il. Seulement votre présence et votre silence. Le lendemain, elle marcha pendant des heures avant de prendre sa décision. Elle passa devant l'école que sa mère avait autrefois nettoyée, la bibliothèque où elle se cachait pendant le déjeuner et le cimetière où reposait maintenant la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée. Cette nuit-là, elle ouvrit la Bible de sa mère, espérant un verset qui sonnerait comme une voix. Elle tomba sur « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. » Chloé signa la dernière page. Mais même alors, une partie d'elle croyait qu'elle pouvait encore arranger les choses, qu'elle pouvait encore trouver un autre moyen. La berline noire arriva pile à l'heure. Chloé se tenait sur le trottoir, avec son sac à dos, toute sa vie entassée dans un sac de sport d'occasion. Elle ne se retourna pas vers la rue où elle avait dormi les 2 nuits précédentes. Il n'y avait rien à retenir, rien à laisser derrière. Le chauffeur ne parla pas. Il ouvrit simplement la portière arrière et attendit. Alors qu'il roulait vers le nord, les bâtiments s'espacèrent, les arbres remplacèrent la circulation. Le soleil perçait à peine les lourds nuages. Chloé appuya son front contre la vitre, regardant défiler des quartiers qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Le manoir apparut comme dans un film, en pierre, silencieux, entouré de chênes nus et d'un portail en fer forgé. Il avait l'air propre, froid, cher. Le genre d'endroit où les choses sont en ordre parce que les sentiments n'y sont pas autorisés. Une femme d'une 60aine d'années l'accueillit à la porte. « Je suis Madame Renaud, » dit-elle. L'intendante. « Je vais vous montrer votre chambre. » Chloé la suivit à travers des halls en marbre et devant des meubles anciens qui semblaient trop fragiles pour être touchés. La maison ne sentait ni la cuisine ni les fleurs. Elle sentait l'encaustique et un air où personne n'avait ri depuis des années. Sa chambre était petite mais impeccable. Un lit simple, un bureau, une commode, une seule fenêtre donnant sur un mur de haies. Sur la table de chevet, une enveloppe scellée intitulée « Emploi du temps et conduite ». Elle ne défit pas sa valise. Elle s'assit simplement sur le lit et fixa le sol. Ce soir-là, le dîner était à 19 heures précises. Elle entra dans la salle à manger, vêtue de son plus beau pull, encore bouloché aux manches, mais propre. Le docteur Lambert était déjà assis au bout de la longue table. Les couverts étaient dressés avec précision, comme dans un catalogue. Une seule assiette avait été placée en face de lui. Elle s'assit, attendant. Ils mangèrent en silence. Poulet rôti, purée de pommes de terre et haricots verts. Elle n'avait jamais mangé de nourriture si soigneusement préparée, ou si silencieusement. Le docteur Lambert ne lui demanda pas comment s'était passée sa journée, ne commenta pas sa présence.
Il la regarda à peine. Quand le repas fut terminé, il dit « Vos papiers d'assurance maladie sont sur votre bureau. Signez-les et rendez-les-moi demain matin. » Puis il se leva et partit. Dans les semaines qui suivirent, la routine devint un rythme. Petit déjeuner à 7 heures, silence. Des livres dans la bibliothèque qu'elle n'avait pas le droit d'emprunter, des promenades dans le jardin où elle ne se sentait pas la bienvenue. Elle n'était pas traitée cruellement. Personne n'élevait la voix. Personne ne la touchait. Mais d'une certaine manière, c'était pire. Elle avait troqué la douleur de l'incertitude contre la douleur de l'invisibilité. Une fois, elle essaya de poser une question à Madame Renaud au déjeuner. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La femme leva les yeux, surprise. « Cela n'est pas pertinent, mademoiselle Dubois. » Chloé hocha la tête. Leçon apprise. Le docteur Lambert partait tôt et rentrait tard. Elle entendait ses pas résonner dans les couloirs, toujours mesurés, toujours seule. Puis, un vendredi soir, elle entendit quelque chose de différent, le rire d'un garçon. Bref, surpris, rapidement étouffé. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et les vit, le docteur Lambert et un jeune garçon, peut-être de 7 ou 8 ans, remontant l'allée. L'enfant serrait une petite valise et avait l'air dépassé. Chloé recula, le cœur battant. Plus tard dans la nuit, elle entendit des voix à travers le mur, et étouffée, hésitante. Puis une porte se ferma, et la maison retourna au silence. Le lendemain matin, elle trouva un deuxième couvert au petit déjeuner. Le garçon était assis tranquillement, picorant sa nourriture. Le docteur Lambert le présenta sans lever les yeux. « Voici Lucas. Il reste avec nous pour un moment. » Chloé offrit un doux « Salut ». Lucas ne répondit pas. Aucune explication, aucun contexte, juste un nouveau visage, aussi fragile et sans attache que le sien. Plus tard, lorsqu'elle lui apporta un album de coloriage qu'elle avait trouvé dans un tiroir, Lucas la regarda et murmura « C'est ta maison ?» Chloé ne sut que dire. Elle n'était pas sûre qu'elle appartint à qui que ce soit. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle écoutait la pluie. Le contrat avait promis un abri, une structure et la sécurité. Il n'avait jamais mentionné ce que l'on ressentait à disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle attrapa son carnet et écrivit une seule phrase. « Je suis en sécurité, mais je ne me suis jamais senti moins vue. Et vous, avez-vous déjà accepté quelque chose qui ressemblait à la sécurité, mais qui avait le goût du silence? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire silencieuse, inachevée, réelle, peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment, car même la voix la plus douce peut résonner dans l'obscurité de quelqu'un si elle ose parler. Tout a commencé avec le jardin. Personne ne lui a dit de s'en occuper. Personne n'a remarqué quand elle l'a fait. Mais un matin, après avoir fini la vaisselle, Chloé est sortie vers le parterre, envahie par la végétation derrière la cuisine. Les roses se fanaient, les vignes s'étaient enroulées autour du treillis, comme si elles s'accrochaient à la vie. Elle attrapa une paire de gants dans la remise et commença à arracher les mauvaises herbes. Il n'y avait pas de plan, juste du mouvement, juste quelque chose que ses mains pouvaient faire pendant que son cœur essayait de respirer. Chaque jour après cela, elle passait 1 heure dans le jardin, taillant, arrosant, replantant des bulbes que personne ne verrait. Lucas commença à regarder depuis la fenêtre de la cuisine. Il ne disait rien, mais il regardait. Un après-midi, elle laissa un petit pot de lavande devant sa porte. Le lendemain matin, il avait disparu, et quelqu'un avait dessiné un soleil souriant sur la vitre embuée. Dans sa chambre, elle tenait un journal. Pas le genre avec des secrets ou de la poésie, juste des listes de choses qui lui manquaient, des listes de ce qu'elle craignait, des listes de noms qu'elle n'avait pas prononcés à voix haute depuis des années. Un soir, en rangeant des livres dans le salon, elle ouvrit un tiroir et trouva quelque chose d'inattendu, une boîte remplie de notes manuscrites, des prières, des dizaines, des bouts de papier jaunis pliés en 2, chacun commençant par « Cher Dieu, aide Alexandre ». Elles étaient signées Clara Lambert, sa mère. L'une disait qu'il trouve la paix dans le silence qu'il porte. Une autre, ne le laisse pas confondre la solitude avec la force. Chloé tint la boîte sur ses genoux pendant un long moment.
Elle ne les lut pas toutes. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, en arrosant le romarin près du portail, elle murmura dans le crépuscule « Je crois que quelqu'un a prié pour toi, Alexandre, et peut-être que je suis une partie de la réponse. » Elle ne le lui dit pas. Elle n'en avait pas besoin. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle voulut rester, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce que quelque chose en elle avait cessé de fuir. Elle ne savait pas si cela changerait quoi que ce soit, mais elle voulait essayer. Le lendemain matin, il y avait 2 tasses sur le comptoir de la cuisine au lieu d'une. Chloé n'avait pas demandé de café, mais quelqu'un lui en avait versé une tasse. Pas de mots. Juste l'odeur de la cannelle et quelque chose de chaud qui attendait. Elle le but en silence, regardant le soleil s'étirer sur le sol comme un visiteur lent. Au cours des jours suivants, les choses changèrent. Lucas commença à aider dans le jardin. Au début, il se contentait de tenir les outils ou de désigner les mauvaises herbes. Mais un matin, il planta un souci à côté de son romarin, tapotant la terre comme pour sceller un secret. « Je l'ai appelé Max », dit-il. Chloé sourit. Max est un joli nom. Plus tard dans l'après-midi, elle trouva un croquis scotché à sa porte. C'était un dessin d'elle arrosant le jardin, avec Max portant une couronne. Ce soir-là, au dîner, le docteur Lambert arriva plus tôt que d'habitude. Il s'assit au bout de la table, jeta un coup d'œil à Lucas, puis à Chloé. « Vous avez maintenu les plantes en vie, » dit-il. Chloé ne savait pas si c'était une question ou un compliment. « J'essaie, » répondit-elle, la voix ferme. Il hocha la tête une fois et lui passa la salade sans un mot de plus. Mais le lendemain matin, elle remarqua une nouvelle truelle près de la porte. Une avec une poignée rembourrée et jaune. Pour la première fois, elle se sentit vue. Les jours se transformèrent en semaines. Chloé fit une tarte avec les pommes du pommier du jardin. Lucas écrivit des étiquettes pour toutes les herbes qu'ils plantèrent. Le docteur Lambert, Alexandre, commença à prendre son petit déjeuner en même temps qu'eux, même s'il lisait toujours le journal en silence. Un soir, alors qu'elle pliait du linge dans le couloir, elle entendit des rires, réels, retentissants, venant de la chambre de Lucas. Elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Alexandre était assis sur le tapis, tenant un livre. Lucas était appuyé contre lui, gloussant. Cela paraissait normal, comme une famille. Chloé recula doucement, quelque chose gonflant dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais peut-être un sentiment d'appartenance. Chloé commença à se réveiller avant le réveil. Non par peur, mais par anticipation. Elle avait maintenant une routine. Préparer du thé, arroser le jardin, aider Lucas avec sa lecture. Parfois, elle fredonnait même en pliant le linge, mais avec chaque jour paisible, autre chose s'infiltrait, le doute. Elle ne savait toujours pas pourquoi Alexandre l'avait choisi. Pas vraiment, pas au-delà des lignes d'un contrat. Il était gentil, mais distant, généreux, mais sur ses gardes. Il ne lui posa jamais de questions sur son passé, ne parla jamais du sien. Un après-midi pluvieux, alors que Lucas était à l'école, Chloé se retrouva devant le bureau d'Alexandre, la main levée, prête à frapper. Elle voulait demander à propos de Lucas, à propos des non-dits. Mais elle baissa la main et s'éloigna. Ce soir-là, quelque chose bascula. Lucas avait fait tomber un verre dans la salle à manger. Il se brisa bruyamment, et instinctivement, il recula, les yeux écarquillés et silencieux. Chloé se précipita pour aider, mais Alexandre était déjà là, son ton plus sec que d'habitude. « Ne me mens pas la prochaine fois, » dit-il. « Si tu casses quelque chose, dis-le. Je ne l'ai pas fait exprès, » murmura Lucas. « Je sais, » dit Alexandre, mais sa voix ne s'adoucit pas. Plus tard dans la nuit, Chloé trouva Lucas recroquevillé sur le banc du couloir, son sweat à capuche rabattu sur son visage. Elle s'assit à côté de lui et attendit. « Je ne voulais pas qu'il soit en colère, » dit-il. « Il n'était pas en colère contre toi, » dit doucement Chloé. « Il est en colère contre le bruit, contre ce que ça lui rappelle. » Lucas hocha lentement la tête, puis se blottit contre elle. Le lendemain matin, elle écrivit une courte note et la laissa sous la tasse de café d'Alexandre. Certains silences sont sécurisants. D'autres ressemblent à une punition.
Lucas ne peut pas toujours faire la différence. Aucune réponse ne vint. Mais ce soir-là, Alexandre s'assit avec eux pour le dîner. Il demanda même à Lucas des nouvelles de son dessin. Et quand Chloé se leva pour débarrasser les assiettes, il la regarda et dit doucement « Merci de remarquer des choses que je ne vois pas ». Mais alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le ventilateur de plafond tourné au-dessus d'elle, Chloé se demanda « La remercierait-il encore s'il savait ce qu'elle commençait à ressentir, si elle n'était pas seulement un nom sur un contrat, mais quelqu'un qui, silencieusement, profondément, commençait à s'attacher. Et juste au moment où elle fermait les yeux, son téléphone vibra. Un appel, numéro inconnu, son souffle se coupa. Elle répondit. « De Chloé Dubois ?» demanda une voix de femme. « J'appelle de la part des services sociaux. Il y a eu une situation impliquant votre nom. » L'appel fut bref. Juste quelques phrases formelles et précises. Une assistante sociale expliquant que quelqu'un avait signalé son nom sur un ancien dossier de logement. Il y avait une question de tutelle, une enquête potentielle. Ce n'était pas grave, pour l'instant. Mais ça pourrait le devenir, et ils avaient besoin de son adresse actuelle, d'un état civil à jour, d'un justificatif de domicile. La poitrine de Chloé se serra, elle raccrocha et fixa le mur, le cœur battant à tout rompre. Cette vie, tranquille, stable, presque sûre, était encore construite sur du temps emprunté. Ce soir-là, elle ne put pas manger. Le goût des carottes rôties se transforma en cendres dans sa bouche. Elle regarda Lucas jouer avec un puzzle sur le sol et essaya de ne pas pleurer. Il avait l'air si à l'aise, comme si cette maison avait toujours été la sienne. Alexandre le remarqua. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Chloé hésita, puis lui tendit la lettre. Il la lut en silence. Son expression ne changea pas. « C'est gérable, » dit-il finalement. « Je ne m'inquiète pas pour la paperasse, » répondit-elle. Je m'inquiète de ce que c'est vraiment. Il la regarda alors. La regarda vraiment. Je ne comprends pas. Si, tu comprends, dit-elle. Tu m'as amené ici pour résoudre un problème, pour être un nom, un corps dans le cadre photo. Et j'ai accepté. J'ai signé. Mais Alexandre, ce contrat n'explique pas pourquoi j'ai l'impression de me perdre. Sa mâchoire se crispa. Nous avions un accord. J'ai tenu ma part, dit-elle. J'ai suivi toutes les règles. Je suis resté invisible. Je me suis tenu à l'écart, mais à un moment donné, j'ai cessé de me sentir comme un fantôme. Et ça m'a fait plus peur que d'être fauché. Il se leva, pliant la lettre en deux. Je n'ai rien demandé de plus. Je sais, murmura-t-elle. Mais moi, si. Il détourna le regard. Et à cet instant, Chloé le vit. Sa peur. Pas d'elle, mais de tout ce qu'elle apportait avec elle. La connexion, le risque. La vulnérabilité, l'amour. « Tu penses que j'ai planifié ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu penses que j'ai faim des sentiments pour un salaire ? Je ne sais pas quoi penser, dit-il, la voix basse. Ce n'était pas censé devenir compliqué. Eh bien, ça l'est devenu. » Le silence tomba entre eux, lourd, absolu. Elle recula. « Je pars demain matin, non pour te punir, mais parce que j'ai besoin d'être dans un endroit où l'on veut de moi, pas où l'on me tolère. » Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, sentant la tension. « Tu t'en vas ?» Elle s'agenouilla. « Pour l'instant. » Il regarda Alexandre. « Pourquoi ?» Mais Alexandre n'avait pas de réponse. Chloé embrassa le front de Lucas, se leva et s'éloigna. Elle ne prit pas grand-chose, juste son carnet, quelques vêtements et le petit pot de lavande pour lequel il avait un jour dessiné un soleil souriant. À l'aube, elle monta dans la même voiture noire qui l'avait amenée ici. Mais cette fois, elle ne fuyait pas le passé, elle marchait vers son avenir. Le village de Val-Fleury n'était pas grand-chose, juste quelques rues de devantures en briques, une bibliothèque tranquille et une église qui sonnait ses cloches tous les dimanches, même quand personne ne venait. Mais pour Chloé Dubois, c'était suffisant. Martine Girard, une vieille amie de la mère de Chloé, l'accueillit sans poser de questions. « Tu as plus de cran que la plupart des gens qui ont le double de ton âge, » dit-elle, en tendant à Chloé une tasse de thé et un édredon plié. « Pour le reste, on avisera au fur et à mesure. » Et elles avisèrent. Chloé fit du bénévolat à la bibliothèque.
Aïda a organisé des cercles de lecture pour les femmes qui n'avaient jamais fini l'école. Cousie d'étais d'oreillers avec des versets de la Bible brodés dans les coins. Et la nuit, elle écrivait des pages et des pages de réflexion, des lettres qu'elle n'envoya jamais, et des choses qu'elle aurait aimé dire. Au début, elle ne parla à personne du bébé. Pas avant la première fois où elle entendit son battement de cœur dans une petite clinique aux affiches délavées sur les murs et avec une infirmière qui souriait comme un phare. À cet instant, avec le moniteur qui répercutait ce rythme minuscule et régulier, Chloé comprit quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. Cet enfant n'était pas un accident. Ce n'était pas le résultat d'un marché ou d'une erreur. C'était une graine, plantée dans une terre brisée, certes, mais qui germait quand même. Et elle aussi. Elle n'avait plus besoin de permission pour se sentir digne, ou d'un contrat pour appartenir à un endroit. Elle savait elle-même. Et bientôt, elle aurait quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un qui l'appellerait son foyer. Peut-être avez-vous été là où était Chloé, pas dans un manoir ou sous contrat, mais dans cet endroit silencieux où vous essayez juste de survivre, où vous dites oui à quelque chose simplement parce que vous êtes trop fatigué pour continuer à dire non à la vie. Si c'est votre cas, j'espère que cette histoire vous a rappelé quelque chose de simple mais de vrai. Vous n'avez pas besoin d'être choisi par quelqu'un d'autre pour vous choisir vous-même. Et l'amour, le vrai, ne vient pas avec des conditions. Il vient avec la présence, avec le fait de rester. Si une partie de cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-le nous dans les commentaires. On ne sait jamais qui lit ou qui attend silencieusement le courage de parler. Et si vous croyez que les secondes chances peuvent pousser même sur une terre brisée, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez avec nous. Parce que nous avons encore tellement d'histoires à raconter. Des histoires comme la vôtre,